Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est le génome humain. Qu'est-ce que c'est que le génome humain? Le génome humain est un terme qui indique ou qui correspond à tous les gènes qui sont présents dans chaque cellule somatique, c'est-à-dire l'ensemble des gènes qui se trouvent dans une cellule somatique. Pourquoi est-ce qu'on dit dans une cellule somatique? Parce que la cellule somatique contient le nombre complet, le nombre diploïde de chromosomes, le 2N. Donc, pourquoi dit-on ici, dans la définition, toutes les cellules somatiques? Parce que nous savons que toutes les cellules somatiques, dans une seule personne, dans un seul être humain sont ou contiennent le même génome. Ils contiennent le même groupe de gènes. Mais pourquoi alors ces cellules-là sont différentes? Pourquoi il y a une cellule, par exemple, cutanée qui produit la mélanine et une autre cellule qui ne produit pas la mélanine? Ou bien pourquoi est-ce que les cellules du pancréas produisent l'insuline alors que les autres cellules du corps ne produisent pas l'insuline malgré qu'elles ont les mêmes gènes. Nous avons discuté ça avant et nous avons dit que la différence entre les cellules, c'est à cause des gènes, s'ils sont on ou off, s'ils sont actifs ou inactifs. Donc, par exemple, dans la cellule du pancréas, les cellules qui produisent l'insuline ont le gène de l'insuline qui est exprimé en l'hormone insuline sont actifs, alors que dans les cellules cutanées, par exemple, ce gène-là est inactif. Le génome humain, maintenant, nous connaissons qu'il est constitué d'environ 3 milliards de paires de bases. Ça, c'est un nombre énorme. Et les savants ont pu déchiffrer le génome. Par exemple, ici, ça, c'est pas le génome entier, mais c'est le génome ou bien paternel ou bien maternel, parce que nous avons ici 23 chromosomes. Ici, on choisit ou bien le X ou bien l'Y, selon le sexe de l'individu. Si, parce qu'on parle ici d'une gamète. Ça, ce diagramme-là représente les chromosomes dans une gamète, dans une cellule qui est une cellule sexuelle ou une cellule de reproduction. Donc, elle a le nombre, la moitié du nombre des chromosomes. Donc, nous avons 23 chromosomes, 22 de ces chromosomes-là sont des autosomes qui sont responsables de gènes qui ne sont pas liés au sexe. Et puis, nous avons un seul sexe chromosome ou chromosome de sexe. Donc, ici, on vous montre simplement les deux choix, mais c'est ou bien le X ou bien l'Y, pas les deux ensemble, dans une gamète, sinon ce serait une anomalie ou une mutation. Pourquoi est-ce que j'ai apporté ce diagramme-là? Parce que c'est un simple diagramme qui vous montre que les savants maintenant ont pu localiser ou connaître le site de chaque gène et non pas seulement déchiffrer les gènes, mais aussi connaître leur séquence. Les séquencer. Qu'est-ce que c'est que séquencer un gène? C'est savoir l'ordre des bases azotées qui font, ou les nucléotides en effet, qui font la longueur ou la séquence du gène. Au passé, on pensait autrefois que le nombre de gènes humains variait entre 50 000 et 100 000. Mais maintenant, les savants qui travaillent dans ce domaine-là pensent qu'il y en a bien plus que 100 000 gènes différents. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que à peu près 97% du génome humain est non codant, c'est-à-dire que c'est 87%, la majorité des gènes ne codent pas des protéines, ne sont pas exprimés en des protéines structurelles fonctionnelles, c'est-à-dire une protéine fonctionnelle comme des enzymes, une protéine structurelle comme la collagène, mais en effet, cette différenciation entre
structurelle et fonctionnelle cause beaucoup de confusion parce que la collagène est tout d'abord une protéine structurelle, mais en même temps, elle est fonctionnelle parce que la collagène est importante pour l'élasticité et le support des tissus connectifs. Donc, cette différence n'est pas claire entre ce qui est structurel et fonctionnel. Et parfois, par exemple, quand on parle des opérons, comme on a expliqué dans des vidéos précédentes, on parle des gènes qui sont exprimés en enzymes de métabolisme de lactose. On les appelle des gènes structuraux, alors qu'ils sont exprimés en des enzymes qui sont essentiellement des protéines fonctionnelles. Donc, la façon de nommer où les termes que l'on utilise sont causent un peu de confusion, mais ce qui importe, c'est que la majorité est non codante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exprimée en protéines. Et ou bien, exceptionnellement, comme on va le voir tout de suite, les gènes non codants sont parfois des gènes. La plupart ne sont pas exprimés en protéines, comme je viens de le dire, mais exceptionnellement, une petite minorité de ces gènes sont exprimés en des protéines régulatrices, comme le répresseur. Et donc, encore une fois, elles sont considérées non codantes. Donc, la classification n'est pas encore claire et j'espère que dans le futur proche, on peut utiliser des termes qui sont plus clairs. Ce qui importe maintenant, c'est que nous allons discuter ou expliquer des exemples d'ADN qui sont non codants, qui ne sont pas exprimés en protéines structurelles et fonctionnelles ou fonctionnelles, mais qui sont malgré ça fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ont des fonctions dans la cellule. Donc, le premier exemple d'ADN non codant, ce sont les séquences d'ADN qui sont impliquées dans la régulation de l'expression des gènes, c'est-à-dire elles vont dire si les gènes vont être exprimés, vont être transcrits, ensuite traduits, ou bien, ou bien non. Le meilleur exemple de ces séquences régulatrices, c'est le promoteur. Comme vous le savez, le promoteur, vous pouvez regarder la vidéo qui parle, elle est sur la chaîne, qui parle des opérons. Il y a une vidéo particulière pour les opérons. Les opérons sont des séquences d'ADN dans les prokaryotes seulement qui sont responsables de réguler et contrôler l'expression des gènes. Et une des séquences les plus importantes, c'est le promoteur. Le promoteur, c'est une séquence de ADN qui se trouve avant l'opérateur et qui est le site où les facteurs de transcription et l'enzyme ARN polymérase va être attachés pour pouvoir transcrire ces gènes et les traduire. Mais si le promoteur n'est pas libre, comme on va le voir, parce qu'il est attaché à un répresseur, à une protéine appelée répresseur, donc le promoteur ne va pas permettre aux facteurs de transcription et à l'ARN polymérase de s'attacher. Donc le promoteur n'est pas du tout exprimé en protéines. Donc ce n'est pas un gène codant ou une séquence codante. Donc c'est une séquence non codante. Et puisque chaque gène ou chaque groupe de gènes reliés a son propre promoteur, et si nous savons que le nombre de gènes est énorme, donc nous avons un nombre énorme de promoteurs qui sont des séquences régulatrices non codantes. Un autre exemple de séquences non codantes, ce sont ce qu'on appelle en anglais VNTR, Variable Number Tandem Repeats. C'est quoi ça? Ce sont des séquences où on a des répétitions en tandem. Je vais expliquer tout de suite ce que une répétition en tandem est. Mais ces séquences répétées ont des nombres variables, c'est-à-dire que ce sont des séquences répétées, ce sont des sites sur l'ADN où on a une certaine séquence répétée plusieurs fois en tandem,
répétés d'une façon directe. En tandem veut dire direct, non inversé, comme on vient de l'expliquer dans la vidéo des transposons. Vous pouvez la regarder pour mieux comprendre. Mais ces répétitions sont variables tout le long de l'ADN. Nous n'avons pas chaque fois la même variation et elles varient d'une personne à une autre. Donc, ce sont des segments répétés. Ces segments, le nombre de répétitions varie d'une personne à une autre et varie d'un chromosome à un autre. Ça, ce sont les répétitions en tandem de nombres variables. Et puis, on a ensuite un autre exemple qui est très lié à cet exemple-là, qui sont les STR. STR, Short Tandem Repeats, ou séquences répétées en tandem aussi, la même chose, mais elles sont des séquences courtes. Donc, euh, si vous avez des séquences courtes répétées en tandem, ou bien si vous avez des séquences variables, les deux sont non codantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exprimées en protéines fonctionnelles ou structurelles et elles sont utilisées dans l'empreinte génétique ou ce qu'on appelle en anglais DNA fingerprinting et nous allons expliquer tout ça en détail dans une vidéo euh, euh, suivante. L'empreinte génétique est très importante parce que les savants disent maintenant ou expliquent que ces séquences répétées sur un certain chromosome, disons par exemple sur le chromosome numéro 1, si nous avons ce segment qui se forme ici de de quatre bases ou de quatre nucléotides et qui est répété d'une façon directe, c'est-à-dire chaque fois, qu'est-ce qu'on veut dire par direct? Chaque fois, on commence par la guanine et on termine par l'adénine. C'est la même chose dans toutes les séquences. Donc, ce site-là, sur le chromosome numéro 2, par exemple, est une séquence répétée variable. Pourquoi variable? Parce que chez une autre personne, sur le même chromosome 2, cette séquence n'est pas répétée 4 fois seulement, mais elle est répétée 6 fois. Donc, ces séquences-là sont comme des allèles, des gènes. Et chacune d'elles est une empreinte, c'est-à-dire que elles diffèrent d'une personne à une autre. Et on peut les hériter comme les allèles codants. Donc, les allèles non codants, comme les VNTR et les STR, peuvent être hérités exactement comme les allèles codants. Mais puisqu'elles diffèrent d'une personne à une autre, donc elles servent comme une empreinte. C'est un outil très important parce que nous allons voir comment le total de vos chromosomes va avoir un nombre très différent d'une personne à une autre pour chaque chromosome. Les répétitions ont des nombres différents. C'est-à-dire, comme je viens de l'expliquer, sur le même chromosome, la même séquence euh, est répétée ici 4 fois, mais est répétée ici 6 fois, et c'est ce que fait la différence entre une personne et une autre. On parle encore une fois des séquences régulatrices, comme on vient de le dire, comme le promoteur, par exemple. Mais nous avons un autre exemple de séquence régulatrice, c'est le gène régulateur. Et ceci aussi, celui-ci, cause beaucoup de confusion. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que le promoteur est une séquence régulatrice et que le promoteur peut être attaché à une autre protéine appelé le répresseur. Le répresseur est codé par le gène régulateur, ce gène-là. Donc le gène régulateur est transcrit en ARN messager et ensuite traduit en une protéine appelée le répresseur, comme on vient de le dire dans la vidéo précédente sur les opérons. Et ce répresseur, que malheureusement on ne voit pas sur le diagramme, va s'attacher ici pour bloquer le promoteur et empêcher l'ARN transcriptase de s'attacher ici et de commencer le processus de transcription.
Ce gène régulateur est considéré non codant et c'est ça la cause de la confusion. Comment puisse ou comment peut-on considérer ce gène régulateur non codant alors qu'il est transcrit et traduit en une protéine? La réponse, c'est que le répresseur, qui est la protéine exprimée par ce gène régulateur, n'est ni une protéine fonctionnelle comme les enzymes, ni une protéine structurelle comme la collagène. Donc, c'est une protéine régulatrice. Et si le gène est exprimé en une protéine régulatrice, on le considère non codant. Et c'est ça qui cause la confusion. On a parlé des promoteurs, mais il faut aussi parler des opérateurs parce que ça, c'est un résumé des gènes non codants. Il faut aussi parler de l'opérateur. Qu'est-ce que c'est que l'opérateur? Pardon, il paraît que j'ai fait une faute. Le répresseur qui est formé ou exprimé par le gène vient s'attacher à l'opérateur. Il vient s'attacher à l'opérateur pour empêcher. Quand il s'attache ici à l'opérateur, il empêche l'ARN polymérase de s'attacher ici. Donc, encore une fois, excusez-moi, pardonnez-moi, le répresseur qui est exprimé par ce gène régulateur va s'attacher ici à l'opérateur et puisqu'il il est plus long que l'opérateur, il va empêcher le promoteur de s'attacher au facteur de transcription. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très important qui sont les introns. Qui sont les introns. Les introns, comme on en a parlé avant dans une vidéo précédente, ce sont des séquences non codantes qui se trouvent entre les exons. Et les exons sont les régions codantes. Donc ici, nous avons une séquence d'ADN. Et ici, nous avons le promoteur où l'ARN polymérase va s'attacher pour transcrire, pour former cette séquence codante pour transcrire cette séquence d'ADN en une séquence d'ARN. Donc ici, nous avons la séquence ADN et son promoteur. Et cette séquence ADN va être transcrite en une séquence ARN. Mais dans cette séquence ADN, nous avons, même avant la transcription, nous avons ces parties que l'on voit ici en violet, qui sont les introns, qui sont non codantes, et nous avons les parties qui sont colorées en vert et qui sont les exons. Donc, si l'ADN contient des exons et des introns, donc après la transcription, nous avons aussi des exons et des introns. La différence est seulement que l'on n'a pas de thymine ici, on a simplement l'uracile. Et ici, vous voyez la coiffe et là, cette queue polyadénine pour la protection de l'ARN. Et comme on l'a dit dans une vidéo précédente, cela, c'est l'ARN prémature. Alors, donc, nous avons besoin de faire un processus très important qui est l'épissage de l'ARN. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons enlever les introns et ce qui va rester après avoir enlevé les introns, c'est les régions qui sont simplement codantes. Donc, maintenant, ARN est considéré plus mature, plus efficace et tout cela naturellement se passe dans le noyau, à l'intérieur du noyau. Et maintenant, ARN est prêt à quitter le noyau à travers les pores nucléaires et aller au cytoplasme où il va être traduit dans le ribosome. Chez les prokaryotes, on n'a pas de noyau, on n'a pas de membrane nucléaire et l'ARN messager et commence à être traduit dans le ribosome
en même temps que le processus de transcription est en train de se faire. Donc, chez les prokaryotes, il n'y a pas de processus d'épissage. Les introns sont non codants, mais les introns contiennent des séquences répétées. Et ces séquences répétées peuvent être, alors comment on peut lier tout ça ensemble? Les séquences répétées qui se trouvent dans les introns sont ou bien des VNTR ou bien des STR qui sont uniques, comme on vient de le dire, à chaque individu et qui sont très importantes pour l'empreinte génétique. Et à travers l'empreinte génétique, on peut nier, par exemple, qu'une certaine personne peut être le père d'un certain nourrisson. Euh, Vous pouvez vous demander maintenant si les VNTR et les STR sont importants pour l'empreinte génétique, donc pourquoi est-ce qu'on les enlève? On n'enlève pas tous les introns. Et on a vu ça dans la vidéo de la régulation de l'expression des gènes. Si elle n'est pas présente en français, vous pouvez la regarder en anglais. Ces introns-là ne sont pas tous enlevés. On enlève un peu d'introns et on en laisse d'autres parce qu'ils sont importants pour l'empreinte génétique. Et ici, nous allons voir une image, une image, oui, qui est très intéressante pour comprendre les répétitions en tandem. Les répétitions en tandem, c'est des répétitions directes, elles ne sont pas réversées, elles sont lues dans le même ordre de 5' à 3'. Et ici, vous trouvez que ces deux chaises ou ces deux sièges-là sont dans la même direction. C'est ça ce que l'on veut dire par les répétitions en tandem. Il est vrai que l'on laisse quelques introns. Si nous retournons au diagramme, je viens de dire que on enlève les introns pour que l'ARN messager soit mature et puisse quitter le noyau et être traduit d'une façon efficace dans le ribosome. Il est vrai que parfois on laisse certains introns, mais la plupart pendant le processus d'épissage, mais la plupart du temps on enlève la majorité des introns. Alors comment peut-on utiliser les VNTR? Encore une fois, je réponds à la question d'une façon plus précise. On reconnaît les introns principalement sur l'ADN, c'est-à-dire avant de faire l'épissage. Donc, quand les savants veulent étudier l'empreinte génétique, ils l'étudient sur l'ADN, non pas sur l'ARN. Donc, sur l'ADN, c'est plus efficace parce que tous les introns sont déjà là et sont encore présents. Et donc, on peut comparer les VNTR d'une personne avec les VNTR d'une autre personne. Dans certaines maladies génétiques, comme la maladie de Huntington, ces répétitions-là sont de très longues régions de répétition en tandem et elles sont très caractéristiques de la maladie de Huntington. Nous avons expliqué les VNTR et les télomères, naturellement, sont des répétitions en tandem et elles sont également non codantes. Donc, les télomères sont un exemple d'ADN où nous avons des répétitions en tandem. Nous allons nous arrêter là et dans la vidéo suivante, nous allons parler de l'ADN recombinant et comment on peut utiliser l'ADN recombinant pour faire des produits qui sont utiles aux êtres humains. Merci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec vos collègues, cliquez sur like, écrivez vos commentaires. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et on va se voir bientôt
dans une autre vidéo où on va expliquer l'ADN recombinant. Merci et à bientôt.